Alors bonjour à tous, bonjour Émilie, merci Bonjour. d'être là avec nous. Aujourd'hui, on a une invitée de choix, une petite perle de l'équitation. Elle va pas du tout aimer ce que je suis en train de faire, mais je vais le faire quand même. On a quelqu'un d'assez exceptionnel avec nous et je trouve qu'Émilie n'est pas assez mise en avant, on parle pas assez d'elle sur Internet. Et je pense qu'elle se cache un peu et je comprends pourquoi. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, on aille un peu à la rencontre de qui est Émilie Ayo, de quel est son parcours, quelle est sa vision de l'équitation, parce que je pense que il n'y a pas 50 des personnes comme ça aujourd'hui dans le dressage. Et nous, sur Blooming, on pense que ça, c'est l'avenir du monde du cheval. Et donc, on aimerait vous en parler parce qu'on aimerait contribuer un petit peu à faire tendre l'équitation dans une direction qui est peut-être plus adaptée au cheval et qui, je pense, est plus centrée bien-être d'une façon globale. Et en plus, qui est hyper technique, hyper juste, hyper performante, selon à quel juge on demande, mais ça, on en parlera après. Et, et donc voilà, donc Émilie, on va rentrer dans le dur du sujet. Je pense qu'on va commencer par parler un petit peu évidemment du truc un petit peu le CV, tu vois, le CV LinkedIn. On va parler de avec qui tu as travaillé, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours de vie, depuis combien de temps tu es pro, un peu des trucs que tu as déjà racontés dans le programme qui est sur Blooming Riders et que nous allons publier bientôt. Le deuxième va bientôt être publié, courant novembre. Mais là, du coup, on va reparler de tout ça pour qu'en fait, on situe un peu c'est quoi tes inspirations d'équitation, c'est quoi ta vision de l'équitation et du cheval. Et donc, je pense qu'on peut déjà commencer par dire que tu n'étais pas du tout dans le milieu du cheval à la base, professionnellement. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler de ce cheminement déjà équestre quand tu n'étais pas encore pro? Et puis comment t'es arrivé à devenir professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené là en fait? Ah oui. Ouais. Ouais. Oui, effectivement, au départ, aucun de mes parents n'est dans le milieu du cheval, Ouais. ni ma mère ni mon père. On était parisiens intramuros. Donc on Comme moi. vivait. Et du coup, le cheval, c'était plus un rêve qu'une réalité. C'était Ouais. éventuellement les week-ends et les vacances, mais c'était vu comme Ouais. une sorte de waouh. Et De- t'as accroché aux chevaux comme Oui, ça spontanément? complètement. Je pense que mon père a fait par complètement. Mon père était photographe, reporter de guerre, en l'occurrence, et un peu sur les points chauds. Et puis après, quand les choses se sont calmées, il travaillait pour l'Express. Ah oui, c'est ça. Et puis il faisait des reportages un peu plus calmes avec le temps. Et il avait été envoyé en Normandie faire un reportage sur les trotteurs dans un élevage. Il avait pas mal accroché parce que, étant jeune, il aimait bien monter à cheval. Et du coup, il a acheté une maison en Normandie. Et il a fini par aller dans cet élevage qui est devenu des copains. Enfin, l'éleveur est devenu un copain. Et donc il est parti, il est allé monter des chevaux. Et faire du sulky avec les trotteurs pour s'amuser. Et en l'occurrence, il y avait une jument qui s'appelait Pamela. Et il s'est mis à cheval dessus. Et dans ses souvenirs à lui, mais pas dans les miens, il me mettait dessus. Il allait dans les champs galoper avec Pamela et la petite Émilie de 3 ans sur ses Ah, de genoux. 3 ans. Ouais. Ah, donc t'étais vraiment jeune. Ouais. Ok. Moi, ça, je m'en souviens pas. Ouais. Je me souviens qu'après, à partir de 6 ans, j'ai été au Poney Club du coin de la Normandie et qu'on a fait plusieurs centres équestres comme ça. Ah, ok. Mais c'était pas mon quotidien. C'était plutôt dans ma chambre toute seule, dans les livres Cheval Magazine, à découper des images et à dessiner que d'être vraiment dans la pratique. Donc c'était déjà J'ai un truc qui idéalisé. t'attirait. Ouais. C'était déjà attiré par les chevaux en Oui, fait, complètement. toute petite Oui, quoi. oui. Ok. Ah, c'était une sorte d'obsession un peu. Ouais. Et comment du coup tu grandis à Paris, c'est quoi tes premiers pas avec l'équitation? Qu'est-ce qui fait que tu te mets à cheval, peut-être plus ou moins régulièrement du coup? Comment ça a démarré? Eh bien, les week-ends et les vacances. En Ok, fait, c'est les parents qui voulaient voyager, ils me proposaient: est-ce que tu veux venir avec nous en Thaïlande ou est-ce que tu préfères faire en février ton stage dans le froid? Je préférais stage dans le froid et surtout pas aller voyager. Donc c'était vraiment, voilà, c'était les week-ends, le centre équestre et la pratique en cours, en club, en galop 1, galop, à l'époque c'était pas des galops, c'était trier de bronze et prendre bronze. Après, les galops 7, galops 8, Ok, ouais. dans Ok. l'adolescence. Ouais. Et puis un petit peu de concours, comme ça. Enfin, je rentrais un peu dans l'équipe des jeunes du centre équestre le week-end. C'était, Ok. Ouais, ok. et surtout au Portugal. Parce qu'on avait. C'est bon que t'en parles. Mon père a vécu au Portugal assez longtemps, donc il y avait un pied-à-terre portugais. Et assez rapidement, mon père a rencontré un cavalier qui était corse français, Georges Maleroni, Ouais. qui avait une écurie à Alcainsa. Alcainsa, c'est pas très loin de Malvera et pas très loin de là où avait Oliveira son centre. Ok, ouais. Et alors autant Georges Maleroni, il n'a pas été beaucoup élève de Nuno Oliveira, mais plutôt de Ataïde, Mhm. qui était un peu ce milieu-là. Et il avait une approche d'équitation de recherche sur le cheval ibérique, sur
le dressage, mais passionné aussi d'un peu de littérature, de Steinbrecht et compagnie. Ah ouais, ok. Et donc ça transparaissait un peu dans son enseignement. Et surtout, donc, mon père a sympathisé avec Georges, donc on y était un peu toutes les vacances. Enfin, dès qu'on pouvait, on était chez lui, à monter toutes sortes de chevaux. Et la différence par rapport à la France, c'est que on montait, la plupart des chevaux étaient dressés à faire des mouvements incroyables que nous, on ne pratiquait pas du tout. On avait des chevaux qui faisaient du pas espagnol en arrière, des changements de pied au temps. Et voilà, et donc c'était très intéressant à sentir ça. Moi, je me souviens que Georges me mettait sur ses chevaux dressés, il les prenait en main, j'avais 8-9 ans, et il me faisait sentir le passage. Donc quand on a senti ça... Ouais, c'est incroyable. Si jeune, c'est incroyable, bah oui. c'est rare. Et puis, moi, je me souviens d'une scène incroyable où on va à une fête foraine, au Portugal, donc on mange des marrons. C'était pas Golega. Et sur une grande carrière, il y avait des présentations équestres, et arrive un cheval alezan, monté par quelqu'un, et moi, peut-être j'avais une dizaine d'années. Et j'ai eu une vision, alors que bon, le dressage, c'était pas trop ma tasse de thé. Quand on est enfant, on aime bien sauter, faire les cons, être cru sur des poneys et tout ça. Mais là, j'ai une vision incroyable. Il passageait, où il changeait de pied autant sur le cercle, les rênes posées. Enfin, pas complètement libre, mais vraiment d'une grande légèreté, un cavalier immobile, superbe. Et Georges me dit, regarde, c'est le dernier cheval de Nuno Oliveira, monté par... Nuno était mort, donc monté par un autre cavalier, mais qui montait quand même très très bien. Et là, c'était un peu c'est devenu un peu un Graal, une sorte d'idéal qui s'est créé dans ma tête. Ok, donc ça commence comme ça, donc jeune en fait. Ouais. Déjà jeune, ça t'a marqué cette image-là. Ouais. Et alors, après, t'es devenu propriétaire rapidement ou oui. t'as monté d'abord en écurie? Comment le les dressage, deux, ouais. T'as plongé dans le dressage en ouais. fait. Ça commence comment? Ça commence par mon père qui décide d'acheter un Lusitanien. Voilà, ok. À travers son copain Georges. Le problème, c'est que c'était à l'époque de la peste équine. Donc on ne pouvait pas acheter de chevaux au Portugal et en Espagne pour les faire revenir en France. Donc on a trouvé un élevage en France de chevaux, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et mon père a choisi un petit cheval de 3 ans, c'était un moitié PRE, moitié espagnol, moitié portugais. Il n'avait pas de papier officiel, c'était un OC ou ONC, tout ça. Mais il avait de très bonnes origines tauromachiques, espagnoles et portugaises. Ok. Comment il s'appelait? Il s'appelait Vendanjou. Ok, drôle. On l'avait surnommé Voy pour le raccourcir. Ouais. Et c'était un tout petit cheval, il faisait 1m53 ou 54 au garrot, petit machin, avec une énorme encolure. Et toi, t'as quel âge du coup à ce moment-là à peu près? J'ai 11 ans, et lui, il a 3 ans. Jeune. Okay. Ouais. Ah ouais, ok. Donc voilà, il est entier. Et il est entier, chaud. Ouais. T'es la seule cavalière de ce cheval ou ton père aussi? Mon père et moi, et forcément les professionnels du centre équestre et qui on met en pension en Normandie, parce que nous, on reste à Paris la semaine. Ah bah oui, donc c'est le vrai, cheval, il est travaillé par les gens aux écuries, par le moniteur de l'écurie. Oui, bien sûr, tout à fait. Ok, et donc là, j'imagine que tu as dû commencer un petit peu à gratter un peu de la technique ou pas encore? C'est trop tôt? J'ai changé, je suis passée d'un moniteur à l'autre, donc d'une technique à l'autre, donc d'un extrême à l'autre. Ah ouais, intéressant. On m'a fait monter en reine allemande, on m'a fait longer en élastique, j'ai exploré, je pense, tous les enraînements possibles, en gog et tout. On m'a fait monter les mains hautes dans tous les sens, le dos en arrière, on m'a fait monter les mains très très basses, on m'a fait monter dans tous les sens. Donc là, c'était plutôt brouillon, expérimental. Ouais. Donc t'es jeune, t'es ado. Voilà. J'écoute, je suis, je fais ce qu'on me dit un peu. Ouais, bien sûr. Et je passe un peu d'une main à l'autre, comme ça. Mais du coup, j'explore. Ouais. Et où est-ce que tu es allé avec ce cheval? Qu'est-ce que ça a donné, cette exploration? Ça a donné, on a créé une amitié, parce qu'il m'a suivi de l'enfance à l'adolescence, à plus, parce que c'est un cheval que j'ai eu jusqu'à l'âge de 28 ans, donc on s'est connus pendant 25 ans. Il est mort à 28 ans. Et c'était vraiment un bon copain. C'était un petit cheval hyper attachant, hyper plein de vie, hyper expressif. On était très attachés l'un à l'autre. Et on a fait plein de mouvements de dressage, si on parle vraiment technique, mais c'était un petit cheval avec beaucoup de genoux, pas beaucoup de dos. Le changement de pied était très compliqué, il se jetait, il était très très stylisé, corrida, quoi. C'est un cheval il se cabrait. Du coup, je me suis amusée à lui apprendre à se cabrer. On faisait des jeux des jeux où je prenais la crue. C'était très très dans l'enfance. C'était très lié à l'enfance. Je vois bien ce que tu veux dire. Des bêtises, mais le cheval heureux avec ça. Et, ça a fonctionné. Il avait un piafé compliqué, mais j'avais mis au
au passage et il passageait extrêmement bien. Il avait un style de passage magnifique. Il passageait dans l'épaule en dents, dans l'alze appuyée. Et ça, tu l'as fait beaucoup en autonomie ou du coup beaucoup suivi par des personnes qui te guidaient dans des styles différents, du coup, de ce que je comprends? J'ai eu un prof qui avait été élève de... je crois qu'il avait été élève de Nuno Oliveira. Ok. Il a reporté un peu les écuries du secteur de la région parisienne. Et il s'appelait Guy. Mais il avait un métier à côté, je crois qu'il était mécanicien. Je ne sais plus trop ce qu'il faisait, mais c'était vraiment une passion. Et il nous transmettait avec mon père un peu des techniques très classiques. Et il nous a un peu sensibilisés à ça. Et quand plus tard j'ai amené le cheval dans une écurie proche de Paris, qui était une écurie de dressage, vraiment typé dressage. Ouais, pur dressage, quoi. Pur dressage. Le cheval avait déjà 13 ans, mais il n'était pas encore au mouvement de haute école. Et moi, c'était quelque chose qui m'a trigué un petit peu. Ouais, bien sûr. Je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, du coup, 20 ans. Ouais, ok. Ouais. Ok. J'avais senti ces choses-là sur les chevaux de Georges. Ouais, donc tu étais toujours en quête de ça, Voilà. au fond de toi. Dans les centres équestres, on faisait galop 8, il faut faire des épaules en dents, des appuyés avec des chevaux de club, mais le changement de pied, c'était plutôt à l'obstacle. C'est quand on changeait de côté, mais il n'y avait pas encore... Si, Georges Maléroni nous faisait vraiment le changement de pied. Georges, il avait vraiment focusé sur la rectitude du cheval. C'était son obsession. Et moi, je me souviens d'heures entières à travailler dans l'arène. L'arène, c'est circulaire. Il fallait que je sois droite. Et c'était un enfer, parce qu'il fallait que le cheval soit droit d'épaule et de hanche. Donc il essayait de trouver des métaphores pour me faire comprendre. Et tant que tu n'as pas un cheval droit, tu ne feras rien. Donc c'était très intéressant, la rectitude avec lui. Et il m'emmenait un peu partout visiter des chevaux, parce qu'il allait rechercher des poulains pour son écurie et tout ça. Donc il m'a emmené un peu pour aller voir des poulains dans les champs et essayer des chevaux et regarder les jeunes dans les manèges. Il me dit, tu vois, là, celui-là... Le galop, tu ne l'amélioreras pas, donc s'il ne galope pas bien. Que des petits conseils comme ça d'observation, de locomotion. Qui te reste aujourd'hui, en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est hyper précieux, en fait. Ok. Ouais. Et après, la suite, c'est quoi? Parce que j'imagine qu'il y a un Michel Henriquet sur le chemin, quelque part. Oui, voilà. Donc, c'est ça. C'est chez ce professionnel chez qui j'ai amené mon cheval Voy, vers 20 ans. Et c'est là où le cheval, je voulais avancer un peu plus dans la haute école. Ça me faisait un peu rêver. Catherine Henriquet, je l'ai eue sur les murs de ma chambre toute mon enfance. J'avais découpé Orphée, Spartacus. C'est des jolies images. Et puis comme Michel Henriquet avait été élève du maître Oliveira et que c'était un peu le livre de chevet de mon père et qu'on était reliés au Portugal, on s'est dit on ne sera pas trop perdus si on va chez eux. Mais mon père est décédé en fait avant tout ça, quand j'avais 18 ans, dans un accident de voiture. Donc ça nous a un petit peu soufflé, surtout qu'on était vraiment un trio avec ce Voy. Et ton père était une partie de ta vie équestre, en fait. Voilà, c'était absolument indissociable. On y allait ensemble, on partageait des choses ensemble, on faisait des stages ensemble, on faisait des cours ensemble, on en parlait ensemble. Ça a dû être très violent. Là j'ai vraiment perdu un gros pilier. Je veux bien croire. Et on est restés tous les deux avec Voy. Et donc je me suis rapprochée parce que j'ai commencé des études de prépa veto après le bac. Un bac scientifique, j'ai bifurqué vers ça. Et donc, plus difficile de partir en week-end et en vacances quand on fait ce type de formation. Donc, j'ai rapproché cheval chez Michel Henriquet. Et j'ai voulu apprendre. Alors après, moi, la pension était déjà assez élevée, donc je n'avais pas forcément beaucoup de moyens pour prendre des cours en plus. Donc, j'ai fait beaucoup de l'observation à côté de lui, à écouter. Pendant 8 ans, j'ai été en pension chez Michel et Catherine. Et... c'est très intéressant à observer parce qu'ils avaient une ouverture sur d'autres styles d'approche. Donc il y avait ils faisaient intervenir même des horsemen. Donc c'était étonnant de la part d'une écurie en plus dans les années 2000. À ce moment-là, c'était moins fréquent. Voilà. Donc il y avait quelqu'un qui arrivait et qui prenait son licol en corde. C'était étonnant, vraiment. C'était un peu... C'était différent. Mais c'était waouh. Enfin, à observer, c'était super intéressant. Il faisait venir Pierre Pradier. C'est comme ça que tu l'as rencontré? Donc un regard à nouveau super intéressant. Il a fait venir Pat Parelli. Enfin, il était très ouvert, en fait, dans sa curiosité. Il avait envie d'entendre plein de façons de voir le cheval, en fait, finalement. Et je pense que c'est quelque chose t'es comme ça un peu aujourd'hui, non? T'es un peu curieuse par tout ce qui se fait avec les chevaux, en fait, au final. Même si le dressage reste quand même ton socle, je pense. Mais il y a une curiosité, quoi. Enfin, je suis pas en train de faire de la promo, mais dans ton livre, le dernier livre que tu viens de publier, c'est quand même ça, au final. On en parlera après. C'est comment s'enrichir de finalement toutes les approches. Mais ça... Parce que ils viennent enrichir l'approche du cheval. Je pense que tout. Après, il y a de tout et rien, mais. Bien sûr, bien sûr. Puis chacun a un peu une sensibilité propre.
Et du coup, chez Michel et Catherine Henriquet, qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi les choses les plus importantes que tu retiens de chez eux, qui t'ont marqué en tout cas? J'ai beaucoup essayé d'imiter, moi, parce que je prenais alors, des demi-leçons de temps en temps. Ça coûtait moins cher, mais j'observais beaucoup. Ça m'a un peu mis en colère à un moment donné, parce que Michel m'a dit bon, le cheval est trop vieux pour apprendre la haute école. C'est pas à 13 ans qu'on apprend un cheval, le passage et tout. Donc moi, ça m'a... Faut pas me dire ça. Je dis bon, c'est ce qu'on va voir. Et donc je me suis pris dans mon petit coin, au travail à pied, j'ai essayé de faire des choses et tout, et au final, le cheval s'est mis à très très bien passager. Donc j'étais fière de moi, parce que c'était vraiment de l'expérimentation. Il n'y avait pas quelqu'un derrière qui me disait fais ci, fais ça. J'ai vu Catherine dresser des chevaux de A à Z très rapidement, avec une rigueur et une discipline incroyable que moi, j'ai pas. Donc je me suis rendu compte que moi, j'avais pas cette mécanisation régulière de répéter. Je sais que c'était pas comme ça, moi, de le faire. Et donc j'ai admiré un peu ça en me disant waouh, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Et quoi qu'il se passe, le cheval, quel que soit le cheval même, dans ses difficultés, il allait de toute façon piaffer, passager, changer de pied. Coûte que coûte, et il n'y avait pas de violence, c'était toujours dans une équitation qui était fluide, c'était en gymnastique, on procède par étapes, et il n'y avait pas de... Je ne connaissais pas encore à l'époque ce qui pouvait se faire sur certains chevaux de sport, je n'avais pas encore vu ça. Tu n'avais pas encore découvert la violence? Non. Mais tu l'as Moi, je pouvais me plus tard. trouver un peu violente parfois quand je m'énervais, par exemple, j'arrivais pas à quelque chose, ou que je trouvais que le cheval qui savait faire quelque chose, le lendemain... il était occupé à autre chose, donc il faisait plus, ou il trottinait. Alors, je sentais que ça m'énervait, ça montait en émotionnel. Donc ça m'arrivait de m'énerver. Puis après, je n'endormais pas pendant 3 jours. Et je m'énervais, toute proportion gardée, tu vois. Oui, mais je pense que c'est arrivé à tout cavalier. T'as un petit coup de... Et après, tu te dis merde. Ouais, je pense que ça, c'est un peu tabou, mais je pense que c'est tout le monde concerné par ça. Ça, c'est indéniable. Et ce que ça m'a beaucoup apporté chez Michel Henriquet, c'est sa grande culture équestre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne passait pas une seule leçon sans énoncer des grandes citations. C'est drôle. Et au bout de 8 ans, comme c'était toujours les mêmes citations, je me suis dit que j'avais pas envie de retenir ces citations qui avaient été choisies parce que forcément, il n'allait pas citer tout le livre, il avait sorti des citations qui lui avaient parlé. J'ai dit, mais en fait, il y a quasiment 200 à 500 pages par livre. Donc moi, je ne vais pas retenir que celles que quelqu'un d'autre a retenues. Bien sûr. Et derrière, dans la petite tribune, il y avait un grand panneau qui représentait intégralement tous les écuyers qui avaient écrit sur l'équitation, avec, en hiérarchie comme ça. Et donc j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver et auquel j'ai pu avoir accès, et j'ai commencé à me dire, tu vas te faire ton avis par toi-même sur ce qui a pu être écrit, par curiosité. Puis surtout, j'étais pas dans le milieu du cheval du matin au soir, les pieds dans les écuries. J'avais un métier à côté après, en tant que graphiste, parce que j'ai migré vers une école d'art. Le bétonon, finalement, de la science à la... je dessinais des belles dissections d'écrevisses, mais... Ça, c'était bien. Du coup, tu t'es dit, là, j'ai un talent, là. C'est au décès de mon père. Au décès de mon père, j'ai tout largué. J'ai voulu partir au Portugal monter des chevaux. On m'a dit, non, tu vas faire autre chose. Tu sais dessiner, fais ça. Donc, je me suis un peu orientée là-dedans, un peu par dépit. Et puis, je me suis un peu installée dans une école d'art graphique pendant 5 ans, tranquillement, pour monter à cheval aussi, tranquille. Donc, j'allais aux écuries, je revenais. C'était un peu... tout était prétexte pour, de toute façon, focaliser sur les chevaux. Mais le fait de revenir à Paris m'obligeait à avoir un côté pratique et un côté feedback. Donc je me dis, il faut que je lise. Pour être resté dans les chevaux à Paris, comment je peux rester en contact avec les chevaux? J'ai lu les auteurs. J'ai lu, pas tous, mais j'en ai lu quand même pas mal. J'étais mise à la littérature équestre de A à Z, on y va quoi. Je voulais comprendre ce qui animait tous ces gens-là. Pourquoi moi ça me faisait cet effet-là, pouvoir partager d'autres points de vue et comprendre au final, parce que j'avais vraiment un côté un peu rebelle. Je voulais pas qu'on m'impose les choses. Ok, on fait une épaule en dents entre 7 lettres, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tord le cheval? Pourquoi est-ce qu'on le met de côté? Donc il y avait des explications un peu empiriques, mais ça me suffisait pas. Moi, il fallait que je creuse un peu plus les choses. Aussi bien dans l'histoire d'où venait le mouvement, mais aussi après dans la compréhension gymnastique, à quoi est-ce que ça peut apporter, parce qu'il fallait que ça ait un sens en fait. Ouais, je comprends. Pour moi, ça me paraît normal, mais c'était pas toujours le cas avant. Non. Même encore aujourd'hui. Parfois, on peut faire des exercices et on n'explique pas du tout au cavalier pourquoi en fait. Ça, c'est un peu frustrant. Du coup, tu n'apprends pas à devenir un cavalier en fait. Tu exécutes, tu pilotes, mais tu sais pas pourquoi tu le fais, quoi. Et du coup, donc, tu as commencé à lire qui? Et qu'est-ce qui t'a
Je sais pas, est-ce qu'il y a Non, des en fait, auteurs que qui le petit point piquant, en fait, c'est toujours sur des petites frustrations et des blessures d'ego que je commence à. que j'ai évolué. C'est marrant. Chez Michel Henriquet, il y avait donc une jeune fille qui s'appelait Hélène, qui était groom, donc elle s'occupait des chevaux et en échange, elle pouvait monter à cheval. Et elle voulait des explications. C'était quelqu'un d'assez impulsif et qui avait une curiosité, une intelligence incroyable et qui ne se suffisait pas de fais ci, fais ça et. Ouais. Elle voulait comme toi gratter. Ah ouais, en plus. complètement. Mais Ouais. du coup, si elle n'avait pas réponse, elle explosait. Enfin, c'était colère et tout. Ah, c'était frustration. Ouais. Ouais. Et elle était très en avance, très mature, donc elle avait peut-être 20-22 ans. Elle avait déjà lu je ne sais pas combien d'auteurs. Et comme moi, j'avais à cette époque acheté Kelso, Ah oui, donc ça y est, Kelso, il rentre. Kelso est arrivé à peu près à ce moment-là, et que Kelso commençait à passer dans sa phase un peu mieux que la phase immontable. On discutait un peu avec Hélène, et elle me disait, écoute, j'ai des questions à te poser. Et puis elle était très gênante parce que je ne savais pas absolument. Enfin, pour moi, je montais de manière intuitive, mais j'avais jamais réfléchi à pourquoi et comment. Elle me parlait du contact commissure ou sur les bars, elle me parlait de Baucher a dit que, et puis tu sais, comme machin a écrit que ceci, cela. Alors, et moi, j'étais un peu vexée, je dis, oui, je sais pas. De ne pas savoir, oui, de ne pas être au courant. Oui. C'est drôle. Comment ça, moi je sais Du pas quoi, de quoi tu elle parle. montes et puis tu fais, enfin, je sais pas, tu le sens, tu le fais, quoi. Elle m'a agacée. Et je me dis, non, mais tu vas te cultiver et tu vas arrêter de nager dans l'obscurité. Exclu, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, cette petite blessure d'ego, là, tu te rends compte de ça, donc tu te mets sur un book tour. Là, Voilà, je me fais une liste de tous ceux qui ont écrit dans l'ordre, parce que je voulais lire dans l'ordre. Donc j'ai commencé. Ah ouais, tu voulais lire. Alors, j'ai pas lu Lanoux, j'ai pas lu les Italiens. Okay. Comment il s'appelle Fiacci, tout ça. J'ai commencé avec La Broue, parce que c'est le seul bouquin que j'ai trouvé à l'époque. Alors, c'était un bouquin que j'ai trouvé en PDF, page par page. Alors, il y a plus de 600 pages ou 550 pages, je ne sais plus. En vieux français, avec les écritures et tout. Waouh! Donc, je lisais ça sur mon ordi à Paris, page par page. Et ensuite, j'ai évolué. Ça a monté avec Pluvinel, Gaspard de Saunier. Ça a monté toute la ligne, quoi. 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle. Très intéressant. Un peu chiant parfois, un peu lourd, un peu long, un peu répétitif. Puis on sentait les petits égos, les petites guerres aussi, de je me positionne dans le siècle. Et puis il y a ce qui est écrit, et puis il y a la réalité qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas d'image. Ouais. On a un peu l'idéal qui est transcrit, mais c'était bien aussi de voir ce à quoi eux aspiraient. Et puis il y a le contexte politique, il y a le contexte à quoi servaient les choix à l'époque aussi. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est toujours frustrant parce que tu lis ça, mais tu ne sauras jamais à quoi ça ressemblait. Non. Parce qu'eux, ils disaient, tu ne sauras jamais ce qu'ils voulaient vraiment dire dans les faits, quoi. Ouais. Il y a quelques gravures. Ouais, donc tu dois composer, quoi. C'est ça. Ouais. Avec des mouvements assez particuliers. Mais il y avait de temps en temps des petites phrases qui me percutaient, qui m'intéressaient, et que du coup, je gardais de côté parce que je trouvais ça intéressant. Et ça, du coup, tu t'es enrichi quand même sacrément d'une bonne grosse dose de culture littéraire équestre. Ouais. Et ça t'a changé des choses dans ta façon de voir l'équitation? Ou ça t'a juste amené des choses en plus? Sûrement, mais je ne l'ai pas conscientisé du tout. Ok. Je pense que c'était plus posé, plus clair, plus calme, puis je comprenais l'évolution en fait de pourquoi on faisait ces mouvements-là et pourquoi on allait le chercher pour aussi justifier le fait de monter sur un cheval, parce qu'il y a cette culpabilité aussi de se dire en fait j'ai pris un animal dans un champ qui aime vivre avec des copains et qui n'est pas du tout fait pour être monté ni pour tourner. Et puis moi je le prends, je l'isole de ses copains, je le fais tourner dans un rond. Pardon, tu disais que tu prends un cheval, tu l'isoles, et donc tu as une certaine culpabilité. Oui. Donc il fallait que ça... Il y avait la notion toujours, je trouve quand même dans tous ces auteurs, j'améliore le cheval. C'est très prétentieux, quoi. La nature a construit le cheval pour sa fonctionnalité biologique, dans sa niche écologique. Mais de là à j'améliore le cheval, j'améliore ses allures, ça me gênait un peu. Ok, j'améliore. En fait, je suis fascinée par un cheval en liberté qui s'exprime et je veux reproduire ces mouvements-là dessus. Mais je voulais que ça ait une construction qui ne vienne pas abîmer le cheval, en fait. C'est comme un art martial, c'est comme un art qui devient un peu un art de guerre, un peu à la base, ou de parade, et qu'on veut s'approprier et faire perdurer pour maintenir le cheval. Mais voilà, je cherchais des justifications. Ah ouais, et tu les as trouvées? Non. Comment tu composes avec ça? T'as encore ça aujourd'hui parfois? Bah oui, bien sûr. Et autant avec un cheval comme Curaçao, qui a un étalon où le mouvement sert à sa cause. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que lui apprendre des mouvements, utiliser son corps et les mouvements qu'il va exprimer pour frimer, pour passager et tout ça,
on sent que lui, on descend le cheval, il est satisfait. Quand on lui demande les mouvements, il dit bah oui, si tu veux, on peut faire ça. Et puis il participe complètement au jeu. Et il propose plein de choses. Il est même très très vibrant et il aime ça. Vraiment, c'est un cheval, ça lui plaît. Et maintenant qu'il est savant, on sent même que ça le rassure dans des contextes un peu stressants finalement de répéter des choses qu'il connaît. Donc ça, c'est vraiment, on sent que ça lui apporte. Oui. Ça le permet de le garder en forme, musclé, rond. Donc ça, il s'en sert pour parader. Mais sur un cheval comme Kaina, Ouais. On mettra des images. il y a d'elle sur la beaucoup vidéo. moins d'intérêt pour elle par rapport à son tempérament et son rôle dans sa vie de cheval. Là, pour l'instant, je culpabilise. Ouais. Je me dis, waouh, je la sors de ses copines, elle est là toute stressée. Quand elle est dans le fond de la carrière, elle veut revenir. Quand elle est dans le côté de la porte, elle veut pas repartir. C'est clairement elle aime pas être là. Elle aime pas être là, il faut être de la queue à la moindre demande. Donc voilà, c'est pas. Alors partir en extérieur, oui, faire des choses un peu plus cheval, ça lui convient. Mais elle ne trouve pas du tout d'intérêt à prêter son corps pour qu'on joue avec. Et pour autant, j'essaye d'avoir aucune pression, aucune douleur, aucune contrainte. Je veux dire, il n'y a rien où elle puisse se dire je me débat parce que c'est pas possible, c'est trop dur, c'est trop contraignant. Il n'y a rien de tout ça. Mais ça fait partie d'elle de se dire bah non, moi je suis une petite jument entière, ponette, qui gère les autres, c'est moi qui décide et qui domine. Ça se coupe? Non, pardon. Donc cette petite ponette, elle décide pour elle-même. C'est elle veut aller là, elle y va. Elle veut y aller au trot, elle va au trot. Elle veut y aller. C'est elle qui décide. Mais quand on prend en main son corps, la direction et ses allures, on voit que c'est pas encore complètement calé. Donc là, il y a beaucoup plus de culpabilité à l'emmener en carrière et à l'embêter avec des mouvements. Cette histoire de culpabilité, je pense que quand tu as envie de faire de l'équitation, et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces sujets-là, tu vois, dans une certaine frange de la société équestre, si j'ose dire, il y a quand même beaucoup de gens qui questionnent même le fait de monter à cheval. Oui. Ça, c'est quand même une vraie question. Et qui est assez légitime, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je pense qu'elle est légitime et je pense que je comprends ce que tu ressens, comme beaucoup de cavaliers qui aiment l'équitation, mais qui aiment aussi le cheval. On est un peu dans un truc de, bon, comment on compose ? C'est un peu une question un peu insolvable, je trouve, tu vois. Effectivement, tu as des chevaux avec lesquels, je pense que Curaçao est l'un d'entre eux, où tout glisse, quoi. Et tu sens que c'est complètement OK d'être là et d'essayer, et même si c'est pas toujours parfait, tu sens que c'est OK, quoi. Il n'y a pas un espèce de truc où le cheval, tu sens qu'il est là, si j'avais le choix, je préférais vraiment être ailleurs, comme peut-être ce que tu ressens avec Kaina. Alors, du coup, avec ceux-là, c'est pas une question, parce qu'en fait, ça se compose et tu as un compromis qui fonctionne. Et tu as tous ceux avec lesquels ça fonctionne pas trop bien. Et c'est vrai que je pense qu'on est un peu dans une phase de l'équitation dans laquelle il y a vraiment cette question qui nous torture un peu. Enfin, moi, en tout cas, ça me torture un peu. Mais en même temps, tu as quand même envie d'aller développer un cheval, tu vois, le construire équestrement parlant, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais tu vois ce que je veux dire, hors du fait de sa vie de cheval, où là, on est tous d'accord que de toute façon, il n'a pas besoin de tout ça. Mais nous, on a besoin de tout ça. Est-ce que tu ressens ce besoin-là de développer des chevaux, de construire l'équitation ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'apporte, cette construction, ce développement d'un cheval en dressage notamment ? Question philosophique. C'est quand même un truc qui te drive depuis toujours au final. C'est une recherche de sensations. Je pense que moi, mon leitmotiv, par rapport à mon tempérament, c'est pas la performance. Il y en a pour qui ça va être la domination, le contrôle. Merde. Hop là, oui. Oui, il y en a pour qui ça va être l'affect, le retour d'affect, ce que le cheval peut amener. Voilà, on voit bien ce que le cheval peut projeter et ce qu'on peut projeter dessus. Donc chacun, je pense, va vers le cheval pour des raisons qui correspondent à notre propre intérieur, notre propre, voire même les mémoires transgénérationnelles. Enfin, il y a tout un truc qui se passe, en fait. Le cheval attire. Et moi, je pense qu'il y a cette historique de sensations, d'aller chercher des sensations que j'ai vues ou que j'ai vécues à cheval, qui est d'osmose, qui est une espèce de fusion où, en fait, on se relie au cheval. Il n'y a plus de séparation entre les deux. Il y a tellement de finesse dans la préparation du cheval, la gymnastique et finalement l'accord entre les deux, que ça devient magique. Okay, et ça, c'est cette sensation que je recherche. C'est vraiment ce qui me motive à continuer de dresser un cheval, c'est d'essayer de créer cette amitié, de créer la relation et le partenariat pour que les choses deviennent faciles et aient l'air esthétique, et aient l'air dans une communion. Et ça, c'est un sentiment que tu arrives
pour toi, tu ne le crées que quand le cheval commence à être très avancé ou ça commence plus tôt? Ah bah non, moi j'ai envie de le créer dès le départ. Donc d'où l'intérêt de multiplier les approches. Ça veut dire que la partie horsemanship, que les hommes de chevaux avaient déjà dès le départ, avant que les cow-boys lancent un peu une espèce de démarche là-dessus, mais il y avait la connaissance même du cheval. On le ressent un peu dans leurs livres. Parfois, il y en a qui vont donner des phrases très intéressantes, de dire on s'occupe de sa volonté avant tout. Il y en a qui vont casser la volonté, puis il y en a qui vont se les approprier. Donc il y en a qui vont pas lobotomiser le cheval, mais le faire tellement de renforcement positif que le cheval va rechercher ce renforcement positif, mais ce sera à nouveau quelque chose d'antinaturel, dans le sens où si on se rapproche du contexte naturel du cheval en troupeau, la jument ou le cheval qui va obtenir le respect des autres, le respect dans le sens confiance, il va l'obtenir pas parce que le cheval va récompenser par un bonbon ou de l'herbe ou quelque chose. Voilà. Donc je pense que c'est hyper complexe de créer de l'amitié, une relation avec un cheval. Le temps, mais la justesse, le timing, tout ça, c'est un travail à faire sur soi. En fait, c'est vraiment une quête de soi. En fait. C'est ça que je voulais dire. C'est ça le journalisme. Elle cherche la réponse de côté. Oui, mais ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, je trouve que du coup, ça définit vachement pour la façon dont tu fais l'équitation. Parce que du coup, je pense qu'on peut parler, on sera d'accord là-dessus, sur le fait qu'il y a beaucoup de violence dans le monde du cheval, qui est quand même costaude, notamment dans les circuits de compétition. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Voilà, je l'assume totalement. Et la transition est faite. Et là, tac, la compétition. Voilà, bon, on est dans une période où il y a quand même des Justin Verwoemen, donc les choses sont un peu en train de circuler d'une façon assez sympa. Mais voilà, on est quand même sur des circuits compliqués, avec du commerce de chevaux, une pression de malade, des équitations quand même limite barbares par moment. Et en fait, du coup, je pense que quand tu es dans une démarche de tu as envie de briller, tu as envie d'être en haut du podium, tu as envie d'être valorisé en tant que cavalier, en tant que pilote, tu n'es pas dans la même démarche que cette quête de soi, quelque part, qui est du coup vachement plus profonde, beaucoup plus. Et puis, du coup, l'interaction que tu as avec l'animal, elle est hyper différente. Toi, pourquoi est-ce que tu t'es pas retrouvé à aller plus. Tu fais de la compétition, on peut en parler un petit peu de pourquoi est-ce que tu en fais et pourquoi est-ce que tu n'en fais pas autant que d'autres. C'est quoi ton regard là-dessus? Pourquoi ça t'attire pas plus que d'autres, par exemple? Je pense qu'au niveau nature, tempérament, déjà de base, je ne suis pas disciplinée. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la précision, le contrôle et la performance et la recherche de performance. Ce n'est pas du tout dans ma nature. Or, pour la compète, il faut ça. Il faut une discipline sportive, il faut être très précis dans ses mouvements. Moi, je suis artiste plus dans le style. Je vais être brouillon, je vais être bordélique. Voilà. Un coup, bon, allez, on va le faire, mais en même temps, après, ça va bien 5 minutes. Enfin, ouais, c'est un peu... Et puis, j'ai une recherche de sensations un peu dans la pureté des choses que finalement, je ne vais pas retrouver en compétition par rapport aux exigences qui sont demandées. Par exemple, tu peux donner des exemples concrets? Ça veut dire, en fait, moi, j'aime bien prendre le temps sur un petit détail. Je vais monter le cheval tel qu'il est, je ne me projette pas, parce que dès que j'ai un objectif ou une projection, je vais me transformer dans ma manière de demander les choses. Je vais me durcir, je vais exiger, et parce que c'est à cette lettre-là qu'il faut le faire, et pas ailleurs. Ouais. Or, peut-être que le cheval n'était pas complètement prêt. Donc je crois que je suis plus quelqu'un qui passe du temps à préparer, à être dans l'ombre, et à construire le cheval et à perfectionner, que de m'intéresser au but absolu. Ouais. Et là, je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas du tout se montrer. Je sais que petite, rien qu'un jeu de société où tu dois être avec d'autres, c'est hyper stressant. C'était ton angoisse. C'était hyper stressant, ouais, c'était angoissant. Ou bien faire la course avec les autres, fallait tout d'un coup courir et faire la course, c'était atroce pour moi de me mesurer à quelqu'un. Alors je faisais demi-tour, je me remettais à l'arrière de la queue, discrètement, mais alors le prof me voyait, alors il m'attrapait de force. Du coup, t'es encore plus visible. Oui, donc je suis pas du tout compétitrice du tout dans l'âme. Je l'ai fait pour me prouver des choses à moi-même, déjà d'une part, avec Kelso qui était un cheval qui vraiment n'avait aucun moyen particulier. Et par rapport au fait que j'ai jamais eu des chevaux de compète, dans le sens avec des grandes locomotions, on est quand même sur de la recherche, on est quand même sur du modèle et allure, quand même sur de la compétition. Aujourd'hui, on veut des chevaux qui bougent, quoi. On veut du mouvement, et les chevaux, moi, ma préférence était quand même poussée sur le cheval portugais à l'époque. C'était pas les chevaux qui bougeaient le mieux, dans le sens amplitude, rebond et couvrir du terrain. C'était des chevaux qui sont sélectionnés pour des mouvements courts, raccourcis, sur place, pour aller vers le taureau. Puis
Maintenant, ça c'est nettement amélioré. On a des chevaux ibériques qui sont extraordinaires, mais Ils sont quand même moins valorisés sur le circuit normal. Ouais. Il y a quand même un truc avec ça. Hein. Oui, il faut des chevaux qui bougent énormément, qui ouvrent du terrain et qui ont naturellement un rebond. Donc c'est vrai que s'acharner toute sa vie sur un ibérique pour essayer de lui donner même pas 20% du rebond qu'à un autre qui l'a déjà poulain facilement, c'est... Et puis on finit par les abîmer, les ibériques, en faisant ça. Donc c'est aussi une question de chevaux. Et c'est une question de goût. Je ne suis pas trop fan. Après, si j'ai le bon cheval et que ce cheval peut y arriver, la question c'est est-ce qu'en montant du coup, avec moins de contrôle, avec moins d'emprise sur le cheval, avec donc forcément plus de liberté pour le cheval de s'exprimer, donc de faire des fautes, de proposer des choses, d'exprimer ce qu'il est lui en tant que tel dans sa locomotion, de ne pas créer une espèce de mécanique séparée de son esprit. C'est difficile aussi de se mesurer à ça, de dire ok, bon, je lui laisse des temps de liberté, mais bon, c'est risqué. Je trouve que mon coach me dit souvent, si tu veux faire de la compète un peu sérieusement, les chevaux doivent être quasi lobotomisés. Et en fait, au début, je trouvais ça hyper dur quand il disait ça. Je me disais, mais c'est horrible de dire ça. Mais en fait, maintenant, je le comprends. Et je suis pas tout à fait... je suis assez d'accord, en fait. Parce que je trouve que tu as quand même... déjà, tu as peu d'exemples de personnes qui vont proposer des choses qui soient différentes, je trouve. Mais ça, on peut en parler après. Mais en plus, c'est vrai que tu n'as pas le choix, en fait. À un moment, si tu rentres... Je parle sérieusement, hein, pas de faire des compètes à droite à gauche comme ça, et que ça soit un truc en plus de ta pratique. Mais quand tu rentres dedans et que ça devient un peu ton métier... ton cheval, il n'a pas le choix que, à la lettre, comme tu dis, ça doit bouger, ça doit transitionner, et il n'y a pas de négociation, quoi. Et donc, je pense que ça t'amène à quand même à une dureté, à un truc beaucoup plus rigide dans l'équitation, et qui va faire que les chevaux sont moins eux-mêmes. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ta façon de travailler, et que j'ai pas beaucoup vu, et pourtant, on a vu beaucoup de monde. Donc, franchement, je pense que j'ai un échantillon, pas parfaitement exhaustif, mais quand même assez large. Et je trouve que dans ta façon de monter, ce qui est très intéressant, c'est que les chevaux, tu les montes et tu les développes tels qu'ils sont à la base. Et je sais que tu l'as dit beaucoup quand on a filmé ce programme, mais ça change tout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en dressage, on veut que tous les chevaux soient pareils. On veut montrer le même type de trot allongé, le même type de passage, le même type de changement de pied. Et en final, on n'a plus ce truc de... On prend un cheval tel qu'il est et on fait son piafé, on fait son changement de pied, on fait son galop. Et on n'essaie pas en fait d'en faire quelque chose qu'il n'est pas. Et j'ai l'impression que toi, c'est l'opposé de ta démarche, que tu es totalement en train de prendre le cheval et de dire je fais le mieux, j'essaie d'amener ce cheval au meilleur de ce qu'il a envie et de ce qu'il peut donner. Et est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que tu es toute seule de temps en temps à faire ça? Tu te sens pas un peu seule dans cette démarche? Peut-être pas, hein? C'est sûr que quand je vais en compétition, je me sens pas du tout... je me sens un peu seule au monde parce que je me dis, oh là là, je correspond pas du tout à ce que je vois autour de moi. Ça va pas être facile, ça. Oui. C'est dur. Après, je trouve que les reprises de compète sont intéressantes parce qu'à un moment donné, ça nous donne des pistes. C'est-à-dire qu'à là, à un moment donné, avant de passer à l'appuyer, il faut peut-être savoir faire des fermes à faire. Enfin, des choses un petit peu... ah oui, quand même, ça a l'air facile. Et c'est pas si facile que ça. Genre l'amateur 2, il y a des exercices, des enchaînements. Galop allongé sur le cercle, rendre les mains. Il y a des choses, il faut savoir pouvoir le faire, il faut prendre le temps de l'apprendre. Donc, je trouve que les textes sont super intéressants. Techniquement, en tout cas, ça te... Jusqu'au Grand Prix, où il faut faire piaffer sur la ligne du milieu, repartir. Donc, c'est pas tout piaffer au mur. Il faut le faire mieux. Il faut le faire en passant du passage, ensuite au piaffer, au passage, et ensuite, il faut enchaîner avec un pas allongé. La plupart des chevaux, une fois qu'ils sont excités par le passage et tout ça, c'est un vrai apprentissage de les faire non seulement repasser au pas sans trottiner, sans piétiner, comme là beaucoup de chevaux ibériques, mais en plus, alors je connais moins les chevaux allemands, c'est pour ça que je précise ibérique. J'en ai monté, mais moins. Et du coup, derrière, tout de suite, allongé, se détend. Donc c'est très intéressant à travailler. C'est super intéressant. Après, je trouve que de pratiquer la compète, moi, ça m'abîme dans mon équitation. C'est-à-dire que je commence à serrer les dents et à dire, attends, tu vas le faire, là, ton truc. Moi, je pense que c'est ou tu vas le faire avec cette énergie et tu vas booster parce que celui d'avant, il a envoyé. Donc maintenant, toi, tu vas envoyer aussi. Et puis tu vas enchaîner et tout ça. Et je sais que je ne suis pas juste. Et je ne suis pas juste quand je monte en compète. J'essaye sur ma détente, je fais profil bas, ma détente elle dure 20 minutes, je veux pas le fatiguer, j'arrive la veille, on fait une balade au pas, vraiment je le laboure pas, c'est pas mon... Je veux qu'il retienne une bonne sensation d'expérience de concours. Mais je sens que je monte pas pareil, je monte plutôt comme un prédateur. Quand je monte, quand je prépare, quand je me suis inscrite et que je vais faire une compète, je suis plus du tout dans une démarche cheval, juste.
Ouais, ouais. Et du coup, je trouve quand je m'éloigne de la relation équestre, de la relation que je recherche moi, quand je vais en compète, je trouve que finalement, honnêtement, la compète n'est pas adaptée à ce sport, Moi, je suis assez d'accord. en sport. Oui, c'est pratique en tout cas. Ouais. Ouais. Ouais, Je je suis trouve que d'accord c'est avec pas toi. cheval. Et alors, c'est bien d'aller chercher aussi un peu des manières c'est aussi, la compète, c'est aussi une manière de mettre un cadre, de dire, ok, on ne peut pas faire n'importe quoi, sauf qu'on commence à faire quand même n'importe quoi par rapport aux exigences jeunes chevaux, par exemple. Ouais, ouais. Clairement, là, on est vraiment dans du pur scientifique, c'est-à-dire que l'ossification des cartilages, si on les contraint de manière aussi intense que ce qu'on demande à des jeunes chevaux Ouais, ouais. en obstacle comme en dressage, je veux dire, Ouais, tu vois, ouais, tout à fait. tu les habilles, mais tu détériores toute la suite de l'évolution du cheval dans son histoire. Un cheval peut fonctionner, les Anglais, ils font sauter des chevaux à 18 ans. Ouais, ouais. Il y a que aujourd'hui, les exigences font qu'il n'y a que quelques chevaux qui arrivent à sortir malgré toutes les violences qu'ils ont subies, Ouais. les exigences qu'ils ont subies Ouais, sur ouais. leur corps en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est dommage parce que ça détériore la relation et finalement l'esthétisme et la belle relation qui peut se créer avec un cheval. Et pourquoi aujourd'hui tu fais un peu de compétition? C'est quoi, qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Je pense qu'on ne peut pas toujours se détacher de l'ego. Je pense que le fait d'aller montrer un joli cheval, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai un cheval qui est capable, hein. Ah ouais. J'aurais un cheval qui n'a pas beaucoup de moyens, mais que j'aurais bien dressé, qui ferait tout, je ne l'emmènerais jamais en compétition, ça n'a pas d'intérêt. Ou bien on s'amuserait en équitation de travail, ce serait plus ludique. Ouais. C'est pour soumettre des petits objectifs. Et parce que c'est toujours assez facile, enfin c'est facile non, parce que dresser un cheval entièrement jusqu'à des mouvements un peu techniques, c'est pas facile. Ouais, non, bien Mais sûr. de le faire à la maison, c'est une chose. Le faire ailleurs, c'est une autre étape dans la progression. Donc il faut le voir comme une expérience en plus. Ouais. Emmener le cheval dans un vent, l'emmener dans un endroit extérieur, le faire dormir dans un autre endroit, il est fatigué, il a d'autres copains autour, d'autant plus si socialement il est complexe. S'entraîner au milieu de 8 chevaux alors que parfois à la maison ils sont tout seuls. Ouais, c'est vrai. Se retrouver séparé tout seul tout d'un coup, de passer de la détente à un cadre tout seul sur une carrière, à répéter. Donc c'est un vrai apprentissage et c'est vraiment un gros travail sur soi et c'est tout à l'honneur des gens de se mettre à cet inconfort un peu. Donc c'est pas un but en soi, mais c'est un challenge, on va dire une expérience que tu rajoutes en fait dans l'entraînement de ton cheval. Oui. Mais c'est quelque chose en plus. Ouais. Ok. C'est en plus. Et les jonglages cette année, il y a un an, 2023-2024, le cheval on a sauté tout un gap parce que c'est un cheval qui changeait de pied isolément, qui commençait un peu piafé passage, donc j'avais fait peut-être amateur 1 avec lui, on avait fait, oui, amateur 1. Et puis j'ai un peu oublié la compétition, j'ai travaillé, le cheval a évolué, et puis on s'est retrouvé à faire un peu les mouvements du niveau Pro 1. Donc on n'avait jamais fait les étapes intermédiaires, on s'est dit, bon, on va essayer ce niveau-là. Parce que sur ce type de cheval, c'est aussi plus facile d'enchaîner un peu rapidement des choses un peu complexes pour le concentrer que de faire des kilomètres de grandes étendues de trot et de galop, de changement de pied isolé, enfin de changement de pied rapproché, mais 4 temps, 3 temps, tout ça, c'est presque trop de réflexion, trop long. Et donc on s'est amusé sur le niveau Pro 1, mais moi j'avais jamais fait ça. Hein. Donc c'était un peu violent. Et je sens que j'ai exigé un peu trop vite des choses. Okay. Donc c'était intéressant parce que par exemple, c'est un cheval qui dans les changements de pied va mettre énormément d'émotions. Rien que le changement de pied isolé, ça a été des ruades, mais vraiment une bombe atomique. Donc après les changements de pied rapprochés ont été un peu comme à la guerre, quoi. Vite. Et donc j'ai pas attendu le moment d'avoir quelque chose de vraiment posé, vraiment sécure à la maison, je connais l'exercice, je me routine dessus, c'est facile, ça a toujours été difficile pour ce cheval. Okay. Et je me suis dit, c'est pas grave, on y va quand même. Quitte à perdre des points, mais au moins on y va. Ben, j'aurais pas dû. Je pense que j'ai un peu payé derrière une dégradation, parce qu'à un moment donné, il faut faire les 2 temps, et à un moment donné, il faut faire les temps. Et c'était trop la confusion, c'est-à-dire que l'inquiétude du cheval, le milieu extérieur faisait que il confondait. Et puis du coup, alors j'avais ma stratégie, en détente, je ne demandais jamais les temps. Je faisais que les 2 temps. Mais il arrivait quand même sur le terrain et il se mettait tout de suite à enchaîner, à confondre, à faire des fautes dans tous les sens. Et donc, à finalement ne plus prendre plaisir à ça. Ok. Et du coup, tu sens et que j'ai senti qu'il commençait à y avoir des défenses d'anticipation et de stress, ça va me coûter, ça va être dur et tout ça. Je me dis, ouais, ça n'a plus de plaisir. Et on est allé, donc, on a fait les Masters des Ibériques, en plus, en parallèle du circuit FFE, un petit peu comme ça, sans réfléchir à faire des circuits qui amènent à des prix, ou je sais pas, il y a plein de circuits différents.
j'ai fait les reprises qui m'arrangeaient. Et j'ai fait des préparatoires aussi, parce qu'à l'époque, la bride était obligatoire. Ah oui. Donc maintenant, c'est plus le cas, mais j'ai essayé de trouver les reprises où je pouvais le monter en filet. Parce que c'est un cheval fin. Et j'ai essayé, après, je suis rentrée un peu dans les cases en mettant la bride et tout, mais ça m'a pas apporté grand-chose. Je voulais que ça m'apporte. Si ça m'apporte rien, si au contraire ça dégrade les choses, je vois pas l'intérêt. Je comprends. Là, je me dis que si jamais ce cheval-là, on voit bien un peu sur les vidéos là, que dans un contexte un peu extérieur ou dans un contexte de stress ou de fatigue, il va à nouveau se remettre sur des automatismes de difficulté, sur les changements de pied rapprochés, il va commencer à se tromper, il va commencer à se ralentir ou à remonter le dos un peu pour faciliter la tâche. Moi, tant que j'ai ça sur des choses à la maison, je ne vais pas aller le ramener en compétition, ça n'a aucun intérêt. Par contre, je pense peut-être m'amuser à lui apprendre l'enchaînement du Grand Prix, mais lui apprendre. C'est-à-dire que qu'il la connaisse, qu'il sache que là on fait ça, là on fait ça, là ça s'enchaîne comme ça, et pour que ça devienne facile pour lui, c'est de le connaître. Que ça s'automatise, que dans ce sens, cette diagonale, ce sera les 2 temps, dans ce sens, ce sera... Et si jamais c'est facile à la maison, on s'amusera à le faire 1 ou 2 fois, mais c'est pas l'objectif. C'est pas en lui, c'est un cheval artiste, c'est un cheval fin, c'est un cheval... Et je ne nous vois pas répéter de manière disciplinée tous les jours les choses pour que ça marche. Et il le faudrait pour que ça marche, pour gagner, enfin pas pour gagner, même pour le répéter, pour le faire. Et c'est pas dans notre nature. Ouais. C'est quoi ton point de vue sur l'équitation aujourd'hui, justement? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas? Vers où on va, Émilie? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais honnêtement, tu vois. Là, il y a un gros fossé qui se creuse, ça c'est évident, je pense qu'on le sent tous. Il y a les animalistes. Et il y a ce côté un peu. On ne mange pas des animaux, on ne tue pas des animaux, on ne mange pas des œufs, on n'exploite pas l'animal, donc on ne le monte pas, il n'est pas fait pour ça. Et qui vont se battre pour déjà empêcher la compète, déjà, je pense, parce que le cheval n'est pas fait pour la compète. Enfin, leur démarche, elle s'entend, elle peut être justifiée quand on voit les dérives. Mais voilà, c'est pareil, il n'y a pas que des tortionnaires de chevaux aussi. Le cheval, il y trouve son compte aussi, parce que sinon, on le remet dans la nature, ils vont s'entretuer entre eux, ils vont vivre pas au-delà de 10 ans, ils vont mourir de blessures. Il y a cette violence aussi dans la nature, qui fait que nous, on leur évite ça. On les protège des prédateurs, on les protège des insectes, on les protège des grands froids et des grandes chaleurs, on les nourrit. Dans l'idéal, après, il y a aussi des dérives dans tout ça. Mais dans l'idéal, on a la vie sauvage, c'est rude. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur TAC, tu sais, les chevaux Trevasky. On avait fait une vidéo, je la mettrai en info sur la vidéo. Et en fait, c'est quand même dur, ouais. C'est dur la vie. C'est pas le même confort qu'une vie domestique, ça c'est clair et net. Et je pense que les gens se rendent... Il y a un peu une vision idéalisée, tu sais, un peu romancée de la vie sauvage. Oui, la vie sauvage, il boite trop longtemps, il clame ça, il va se faire bouffer par un truc. Alors que nous, on est là avec nos abcès, on leur fait des pansements. Tu vois de quoi je parle, parce que Curaçao boitait d'un abcès pendant le tournage. Et du coup, on se plie en 4, et il y a plein de chevaux qu'on a qui auraient dû mourir depuis longtemps dans la nature. Ils auraient été sélectionnés génétiquement hors du pool, quoi. Oui, ils n'existeraient plus, je veux dire, on traiterait plus, on les mangerait, ou je sais pas, mais... Donc il y a cet excès, cette démarche-là, de dire faut pas les monter, il y a des gens qui vont se battre pour ça. Et à côté de ça, il y a les œillères de on n'écoute pas, et on continue dans la lancée de on va jusqu'au bout de la compète. C'est commercial, il y a un énorme enjeu commercial, économique sur le cheval, sur le jeune cheval, sur le sport, sur la compète. C'est des moyens, c'est des sommes exorbitantes sur des ventes de chevaux. Principalement sur la vente, c'est la vente en fait sur la vente, c'est ça. Rapporte à ce milieu. Sur la vente, donc c'est comme tout, il faut vendre. Donc on ne peut pas mettre 5, 6, 10 ans à dresser un cheval, à lui faire tous ces mouvements-là. Il faut remettre ça dans la boîte un peu plus vite. Et puis parfois, il faut un peu forcer si le cheval il veut pas rentrer. Et on voit qu'il y a des dérives assez fortes pour obtenir plus vite les choses. Et pour aller vers la compète. Donc il y a cette espèce d'exigence envers le cheval. Donc je dirais que il y a les extrêmes, et puis il y a ce rapprochement un peu yin-yang, quoi, de ni aller trop fort dans un autre, ni aller trop fort dans l'autre, ni dans un extrême, ni dans l'autre. Et idéalement, ce serait de se rapprocher de ce point d'équilibre, de trouver en fait la relation au cheval, où le cheval y trouve
son intérêt. C'est un peu un mariage forcé au final. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. Dit comme ça, c'est horrible. Toi, tu Mais c'est viens, vrai. je vais te Voilà. t'arnacher, je vais te monter dessus. C'est Non, mais- vrai. Donc l'idée, c'est comment faire en sorte que ce mariage soit un peu... que l'autre y trouve son compte. Ouais. Et je pense qu'il peut y trouver son compte dans le sens où... c'est ce que disent un peu... Je crois que c'est Linda Kohanov qui va exprimer ça, où... le ressenti du cheval, ils sont tellement sensibles à ce qui se passe en nous, donc ils ont une lecture incroyable de l'intérieur de nous avant nous-mêmes, et voire même ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, et ils vont capter même les plaisirs qu'on va ressentir. Donc par exemple, les endorphines qu'on va libérer quand on va... On a une fascination donc, pour le cheval, pour son mouvement, Tout à fait. même à la longe, le cheval se déplace, on fait « Oh, c'est impressionnant », on a cette espèce de... Il faut garder ce côté impressionné et positif de l'effet qu'il nous donne, et même waouh, l'enrichir et le cultiver. Quand un cheval va piaffer, quand on va sentir, on va avoir une sensation de quelque chose, waouh, ce qu'on va émaner, nous, de là, le cheval va le sentir, et c'est un peu, ça va être sa recherche à lui. Ouais, bien sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il va parfois se parfaire, enfin se contenter, en tout cas se nourrir du plaisir qu'on a à les monter et à les travailler. Et je sais que Curaçao, il exprime assez bien ça. C'est-à-dire qu'il va faire, et moi je vais avoir des sensations dessus, je fais incroyable, enfin, vraiment fasciné. Des fois je descends de ce cheval, j'ai besoin d'un moment pour faire décanter le truc, il est là, il est resplendissant, il a parfois même pas, il vient de faire des mouvements d'une technicité incroyable, il n'a pas un seul poil mouillé, il est là, il est majestueux, il regarde de loin, fier, dans un regard un peu profond, il observe son espace, il est bien à sa place, il sait qu'après il passe la journée au pré. Ouais. Il est satisfait, il y a une satisfaction. Donc oui, il y a quand même ce truc d'admiration du cheval. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut un peu faner avec les années dans le milieu. Et du coup, je vais revenir un peu à ton parcours personnel. Donc, tu étais graphiste. Et puis, ça y est, t'es rentré dans le gratin en tant que pro. C'est quand même pas la même chose. C'est pas la même pratique du cheval. C'est pas les mêmes pressions aussi. Et qu'est-ce qui t'a amené à te lancer du coup professionnellement là-dedans alors oui, qu'est-ce qui m'a... J'ai jamais voulu être professionnelle dans le cheval. C'était vraiment une quête, moi, de recherche, où je m'étais positionnée comme un étudiant à vie, qui a besoin d'apprendre. Je veux apprendre, mais je veux pas en vivre et je veux pas en dépendre. Ouais. C'est comme celui qui Raté. veut un cheval qui soit pas ombre, pas gris, Oui. voilà, et qui finit par avoir un cheval ombre, gris, et tout ce qu'il faut pas. Voilà, c'était jamais, dans les chevaux, jamais, enfin même les parents qui disent surtout, rentre pas là-dedans. Et après 10 ans de graphisme à Paris, et une vie parisienne qui m'a jamais vraiment convenu, hein. Moi je rêvais un peu d'espace vert, on a pu avoir la possibilité d'acquérir un terrain de 24 hectares. Sauf que pour avoir des hectares et de la terre, il faut justifier d'une activité agricole. Sinon, il n'y a pas accès, si facilement que ça. Et donc, pour acheter ce terrain, la SAFER m'a dit, il te faut... C'est quoi votre projet agricole ? Je sais pas faire du coton ou du chanvre, quoi. Donc, j'avais aucune formation et aucun diplôme. Mais j'avais 10 ans avant, parce que j'ai quand même fait 2 enfants entre-temps aussi, donc voilà. J'avais quelques résultats en concours. Avec Kelso, j'étais allée jusqu'en A8. Il avait fait quelques résultats. Donc, je me suis autoproclamée cavalière professionnelle en disant j'installe une écurie, j'ouvre une écurie, je construis quelques box et je vais prendre des chevaux au travail en tant que cavalière professionnelle. J'avais à l'époque en fait développé un blog, un site qui s'appelait Connivence, où je rêvais d'une sorte d'étude où les 4 piliers de la connaissance du cheval venaient créer les impératifs pour approcher le cheval. Donc il y avait la connaissance du psychologique, donc tout ce qui était horsemanship. Il y avait la connaissance biomécanique, on ne pouvait pas se prétendre cavalier ou faire des choses à un cheval si on ne savait pas pourquoi on le faisait. Donc il y avait toute la partie connaissance biomécanique et pratique. Il y avait comment dresser un cheval de manière classique, ce n'était pas empirique, ce n'était pas les obscurantistes, quoi. Il y avait une progression à respecter. Il y avait le pilier donc ces 3 piliers-là, et il y avait le pilier de la connaissance du corps du cavalier, forcément. Un gros travail dessus que moi j'avais complètement mis de côté. D'ailleurs, je le paye aujourd'hui. On peut en parler un petit peu. Non, je me suis autoproclamée cavalière professionnelle, j'ai fait un permis de construire, il n'y avait rien, c'était un champ avec des vaches, avec des barbelés.
J'ai fait 5 box pour être en entreprise individuelle et m'auto-suffire. J'ai commencé comme ça, à prendre des chevaux au travail. Ça ne m'a pas forcément convenu, Ah ouais, ok. moi, Et donc, j'avais beaucoup de demandes pour de l'enseignement. Ah oui. J'avais pas le droit, parce que j'avais pas de diplôme Ouais, d'enseignement. diplôme, Voilà. enseignant. Donc, j'ai passé un DEGEPS, dressage, ce qui m'a permis en fait d'ouvrir ce champ-là et que j'ai en fait de plus en plus développé et où j'ai réduit en fait les chevaux au travail. Je prends plus de chevaux au travail maintenant. Ouais. Je fais que enseigner et j'ai développé l'élevage avec mon étalon que j'ai eu D'accord, ça. parce que je voudrais avoir des chevaux comme lui, d'autres. Donc je voudrais les produire moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc c'est une expérience, voilà. Ouais. Encore une nouvelle expérience. Ouais. Et l'enseignement, c'est vraiment chouette parce que ça me permet de. J'adore découvrir des couples qui se sont créés et de voir, de les accompagner, mais aussi de les rendre autonomes, de les faire réfléchir par eux-mêmes. Et finalement, s'ils ne reviennent pas, c'est mieux, en gros, Ouais. entre guillemets. Hein. Enfin, la Ouais. démarche, c'est qu'ils arrivent après à avoir leur propre réflexion, leur propre connaissance. Un œil de temps en temps, c'est bien. Ouais. Et puis, c'est aussi, j'ai beaucoup de mal à me positionner en tant que celui qui enseigne, avec celui qui écoute, le côté très hiérarchique comme ça, de Ouais. je suis celui qu'on écoute, je suis le prof, c'est atroce ça, comme Qui est aussi sensation. très répandu dans le monde du cheval. Ah, peut-être. Mais ça, non, ça me. Et puis du coup, avec des gens qui vont dépendre je pense qu'il y a un échange à faire. C'est chacun, en plus, chaque élève, chaque histoire, chaque personne a sa richesse équestre et arrive avec ses questions. Mais je pense que de rester un peu. Voilà, chacun peut s'amener des choses, chacun peut apporter un regard. Et parfois, des gens veulent que je monte le cheval. Ouais. Et ça, c'est pareil, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que pour moi, déjà, le cheval, je ne le connais pas. J'aime beaucoup passer du temps au sol, moi, à préparer le cheval avant de monter dessus. Et souvent, il y a une relation qui est installée. Et je ne ferai pas forcément mieux que la personne qui croit que je vais transformer le cheval. Et en fait, pas du tout. J'ai pas de technique magique. Alors, parce que j'aime pas faire des choses avec des ingrédients qui vont donner une image de quelque chose d'empoigné, de forcé, de dire maintenant tu te mets là. Enfin, ça, j'ai du mal avec ça et je n'y arrive pas. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Est-ce que ça t'arrive de te mettre la pression, d'être une bonne cavalière, d'être une belle cavalière, de montrer tel type d'équitation et pas un autre? Est-ce que c'est un truc qui fait partie de ta vie, de se mettre la pression ou pas? Non, pas de me mettre la pression parce qu'au départ, c'était vraiment quelque chose que j'avais pas du tout envie de partager. C'était ma recherche à moi, pour moi, mes sensations. Mais j'ai quand même fait un blog où j'ai quand même à l'époque médiatisé Kelso et son travail et son évolution. Mais c'était un partage. C'était vraiment dans le sens, je partage mon expérience parce que ça peut être intéressant de voir qu'un cheval blindé d'arthrose, rétif, etc., qu'en écoutant un peu plusieurs approches, plusieurs méthodes, pas méthodes, mais plusieurs visions, on pouvait quand même réussir, d'une part, à créer une relation sympa avec le cheval, mais en plus, pourquoi pas, créer un peu d'artistique, c'est-à-dire du mouvement, des jolis mouvements, un cheval savant qui s'en remet un peu au... Une petite anecdote sur ce cheval, Kelso, c'était un cheval terrorisé par les autres chevaux, qui n'avait pas confiance en lui, qui était une petite crevette et qui avait peur de tout. C'est-à-dire que la moindre poussière qui se soulevait, la moindre feuille, le moindre cheval qui arrivait un peu face à lui, c'était affolement général. C'était un cheval très 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 compliqué. Et que j'ai dressé, qu'on a gymnastiqué, qui s'est gainé, etc. Et qui a fini par apprendre des mouvements comme le piaffe de passage. C'était pas dans son tempérament de piaffer de passager. C'était un hongre très introverti, enfin pas introverti, mais très, voilà, je me montre pas, je me mets en retrait. Et je me souviens que il y avait une cavalière qui s'amusait un petit peu à lui faire peur. Dans un temps où il était petit, tout jeune, elle aimait bien faire exprès de faire un bruit et il détalait. Et moi, ça ne m'amusait pas du tout. Mais c'était assez souvent qu'elle s'amusait à « Ah, j'ai pas fait exprès !» Et puis, le cheval, ça l'amusait de voir le cheval détaler. Okay. Et un jour, cette cavalière s'est retrouvée sur un cheval jeune. Kelso ayant lui-même évolué et sachant des choses savantes. Il savait passager, il savait utiliser ses mouvements d'expression. Et alors c'était un immense cheval, l'autre, tout jeune, 4 ans.
Et une scène incroyable de cette cavalière qui passe à côté avec son jeune cheval, de Kelso, et qui avait toujours joué sur ses chevaux avant, qui étaient plus dressés à lui faire peur. Là, Kelso, j'étais au passage. Et elle me passe un peu près, et je vois Kelso qui commence à se transformer comme ça, et au moment où le cheval passe, il se jette sur l'autre cheval. Ce qui n'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait jamais, même dans un troupeau mais avec d'autres chevaux, il s'était jamais interposé, il était toujours un peu soumis aux autres. Et là, il fait un petit coup d'épaule comme ça, mais juste un petit coup d'épaule, même pas trop d'expression dans les oreilles. Il fait ah! Son cheval a détalé, explosé de peur. Mais on sentait que par cette démarche-là, il avait, par le travail de passage de piafé, donc de prise de confiance en lui, par ces mouvements-là, en fait, il l'avait un peu valorisé, rendu, je sais pas, plus puissant dans son positionnement. Il avait pris le parti de dire, bah, maintenant, c'est moi qui... j'ai plus de courage. Kelso, on n'a pas du tout parlé de lui. Ça serait cool qu'on parle un petit peu de lui aussi, de Pierre Pradier. Parce que c'est quand même... je pense que beaucoup de gens te connaissent comme ça. Comme la fille qui a travaillé avec Pradier sur ce cheval blanc, là. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu peux un peu parler de ça, le cheminement avec Kelso, la rencontre avec Pradier, ce que ça t'a amené? Et peut-être même qu'on peut parler rapidement, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais de l'extension d'encolure, parce que je pense que tu as été une des personnes qui l'ont visibilisé, ont parlé de cette technique-là, et qui ont montré aussi des résultats avec. Et il y a quand même encore des gens aujourd'hui qui ont un peu un problème, un blocage avec ça. Enfin voilà, petit mélange de plein de sujets, mais est-ce que ça, tu peux en parler un petit peu? Oui. Après, je suis pas là pour convaincre. Je pense que non, je ne dis pas du tout ça. Extension d'encolure. J'ai beaucoup travaillé à une époque avec Jean-Louis Sauvard, avant tout. Ouais, c'est vrai. Kelso est relié à Jean-Louis Sauvard. Kelso, c'est un cheval qui est arrivé chez Michel Henriquet comme à redresser. Enfin, il fallait le rééduquer. C'est un cheval qui avait été... qui était vraiment terrorisé, qui a commencé à être repris au travail par un Awal qui travaillait chez Henriquet à l'époque, comme cavalier. Et très rapidement, je l'ai acheté. Pour le prix de la boucherie, parce qu'il ne passait pas la visite veto, parce que Henriquet l'avait qualifié d'inmontable et de névrosé. C'est vrai qu'il était un peu spécial et vraiment complexe. Et moi, c'était un peu un challenge, c'était un joli petit... Enfin, pas joli du coup, mais à l'époque. Mais c'était un petit cheval accessible. J'avais mon autre cheval qui prenait 15 ans et voilà, expérience. Donc j'ai travaillé avec... j'ai rencontré Magdalena Pommier aussi, qui était du Art de la Sens. Ouais. Et on a fait des petits échanges comme ça. Donc j'ai un peu découvert le horsemanship avec elle. Donc Kelso avait besoin quand même, sur pas mal d'idées de désensibilisation. Donc je connaissais pas trop cette approche. Jean-Louis Sauvat, que j'ai rencontré très vite aussi, donc ancien élève de Nuno Oliveira pendant 7 ans. Et lui qui m'a accompagné, qui m'a vraiment accompagné sur tout le dressage classique de ce cheval. Donc de ses 6 ans jusqu'à assez longtemps. Okay, Et arrivé à un certain moment, Kelso a présenté une gêne dans ses mouvements d'abduction de l'antérieur gauche. Donc l'épaule en dedans à droite, où il fallait étendre, l'appuyer à gauche, où il fallait étendre à nouveau, ou dans les changements de pied à certaines périodes de l'année. Boiterie 4/5, sur quelques foulées, et ça reprenait. Donc ça faisait vraiment névralgie brachiale, vraiment fort. Et je suis allée au CIRAL. Effectivement, ils ont émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir un pincement. Il fallait faire une scintigraphie, voilà. Il fallait faire plus d'examens, donc je n'ai pas poussé plus loin. Et donc j'étais un peu bloquée avec ça. Je suis donc allée voir M. Pradier, dont je me souvenais que j'avais rencontré à l'époque chez Michel Henriquet, pour peut-être... essayer, parce que c'était un biomécanicien, c'était un vétérinaire. Donc je me suis dit, on va associer les deux éléments pour essayer de voir si ce cheval, on l'arrête. Il avait 12 ans, 12-13 ans. Ou s'il y a un moyen de travailler plus en profondeur pour garder une longévité et qu'il ne soit pas tout abîmé tout de suite. C'est un cheval qui avait de l'arthrose à 4 ans, donc c'était congénital. Donc l'arthrose, avec le temps, en plus il était hylo-sévère. Donc il avait énormément de pointes d'arthrose qui s'installaient partout. C'est vraiment une sorte de malformation. Et Pierre Pradier, qui était un spécialiste de ce stretching maximal du cheval, nous a orientés vers ce travail-là, mais pas que. Il n'est pas que extension d'encolure, on a fait plein d'autres travails. Non, mais il est notamment connu pour ça, je pense. Un peu, si tu ne le connais pas, c'est un peu ce que tu retiens, je pense. Mais c'est ça. C'est bien de le préciser. Mais il y a plein d'autres richesses souvent.
Il y a quoi Et il d'autre a il y a une connaissance, en fait, il voit bouger un cheval, il va dire, bon, bah, ce cheval-là, voilà, tel postérieur manque de propulsion, manque de force dans la propulsion, ou manque de souplesse là-dessus, il y a ce truc-là, et donc on va travailler dans la gymnastique, donc il sait lire le cheval, ses faiblesses qui va lui manquer, et il sait adapter les exercices pour renforcer cette capacité qui lui manque. Alors moi j'ai découvert quand même, parce que c'était... Sportif, en fait. Exactement, préparateur sportif, c'était exactement ça. C'est que ce cheval manque de force sur son postérieur, mais force, ça dépend, c'est quoi la force? Parce qu'il y a la force pour porter, il y a la force pour propulser, c'est des forces... Différentes. Oui, moi il force dans le dos, enfin, c'est bien d'aller plus loin dans juste des mots qui veulent pas dire grand-chose concrètement. Mais on voit bien que les chevaux vont s'arranger, qu'ils vont avoir des préférences motrices et qu'ils vont développer plus une force de poussée d'un côté et une force de freinage de l'autre, parce que la dissymétrie, elle fait partie de la vie aussi. Et donc lui, il va analyser ça, et ensuite il va dire, bon bah voilà, ce postérieur manque de force propulsive, on va le mettre dans cette posture, dans cet étirement, et dans ces mouvements-là, et dans ces transitions-là, pour développer sa force propulsive. Et c'est comme ça que, par exemple, moi je suis arrivée, le cheval changeait de pied. Quand je l'ai rencontré, il changeait de pied difficilement à droite et très difficilement à gauche. Enfin, pied joint, il se jetait. Enfin, les changements de pied, ça nous a posé un problème psychologique très longtemps. Il a dit, bah oui, évidemment, on voyait bien que là, physiquement, il ne peut pas. Il manque encore des choses dans son corps. Et donc, il nous a renvoyés à la maison pendant 3 mois en nous disant, bah, vous allez juste faire des transitions trop galop, sur cette trajectoire, dans cette attitude. Donc, il associe des mouvements de trajectoire à des attitudes, posture tête encolure. On n'était pas dans l'extension d'encolure. Et 3 mois après, il a vérifié que c'était bien, parce que j'ai fait que ça, vraiment, j'ai obéi au protocole. Et je suis revenue et le cheval, il s'est mis à faire des changements de pied que jamais il avait fait de sa vie. Et j'ai pas fait un seul changement de pied pendant... Donc, il m'a fait réfléchir autrement, il m'a dit, bah oui, nous, mordicus, on dit, bah, il y a un problème au changement de pied, on change de pied. Alors qu'en fait, ça vient on lui casse la gueule, on dit, ah, pas ça, c'est pas bien. Ouais. Alors qu'en fait, le problème n'est pas le problème. Exactement. Et voilà. La cause se c'était trouve hyper ailleurs. intéressant d'analyser ça et vraiment de se positionner du coup comme préparateur physique et de développer son regard d'observation. Bah ouais, tu m'étonnes. Et donc l'extension d'encolure fait partie, tout comme le grand gymnaste ou le grand sportif va faire à côté d'exercices de renforcement musculaire, de pilates, de gainage. L'extension d'encolure, elle fait partie de ce type de renforcement. Moi, j'utilise, et les chevaux en voient un bénéfice complètement hallucinant dans leur travail. Curaçao n'aurait pas... C'est un cheval qui a énormément de talent naturel. J'ai pas fait grand-chose pour le... Voilà, il a des facilités. Mais il est quand même assez rapide dans ses allures et assez précipité. Donc aujourd'hui, le rebond et le temps de suspension qu'il a vient aussi de cette gymnastique-là. Le fait qu'aujourd'hui, il puisse passer de l'un à l'autre et qu'il ait acquis cette gymnastique de stretching pour compenser les exercices très difficiles que je lui demande, fait que peut-être que j'aurai un cheval qui va durer longtemps. Oui, je comprends. Donc c'est ton but, toi? Oui, bah oui. Oui, bien sûr. Donc Pierre Pradier, super intéressant, incroyable biomécanicien. T'as retrouvé des gens comme ça sur ton chemin aujourd'hui? Non. Je me doutais que t'allais dire non. Bah, je vais pas chercher un non plus, je dis pas que ça n'existe pas. Non, mais toi, dans ton expérience, quoi. Oui. C'est parce que comme tu disais que être élève pour toi, c'est un petit peu un truc important. Bah, après, il y a un moment où quand tu commences à avoir un certain niveau, faut trouver les gens qui suivent et qui vont continuer à te tirer vers le haut. Et aujourd'hui, tu as ça? Tu as quelqu'un qui t'accompagne, te suit? Ou est-ce que tu cherches, tu erres en quête d'un prof? J'attends impatiemment que Jean-Louis revienne de temps en temps parce que j'adore son œil. Ah oui. Tu travailles toujours avec lui, du coup? Vraiment très exceptionnellement parce qu'on est loin. Ouais. Mais j'avais vraiment apprécié son regard et de se faire accompagner. Et Jean-Louis Sauva, il a une posture, il a un ancrage qui fait que c'est très agréable de travailler avec lui. Il est très bon. Après, il approche des 80 ans, donc c'est pas facile pour lui de se déplacer. Ça, c'était pas son métier. Tout à fait. C'était un accompagnateur génial, donc j'aimerais bien qu'il revienne. J'ai du mal avec, toujours pareil, le côté hiérarchisant. Ouais, je comprends. Que moi, je le devienne, ça me gêne, mais que quelqu'un veuille le faire sur moi, ça me gêne aussi. Ouais, tout à fait. Et genre se cacher derrière des grands savoirs biomécaniques, de grands thèmes scientifiques, ça me gêne aussi. Et tout d'un coup, d'avoir moi créé quelque chose, d'avoir quelqu'un à qui je me confie avec mon cheval pour dire prenez en main, et ça c'est très dur, parce que je ne vais pas apprécier que la personne décide pour moi de la détente, parce que je connais le cheval par cœur. Je ne vais pas apprécier que la personne insiste sur des choses, parce que je sais que là il faut s'arrêter. Ouais, je comprends.
Donc timing, je sais que là c'est bon, j'en demande peu, mais moi ça me suffit, je ne vais pas répéter. Et donc Tu j'ai respectes ton énormément de système. mal d'aller vers des gens qui ont peut-être beaucoup d'expérience en... Par exemple, j'ai voulu faire de la compétition, donc il a fallu que, comme je ne le suis pas dans la nature en moi, il a fallu que j'aille demander des conseils, mais j'ai eu du mal à trouver. J'ai eu du mal à faire confiance et à me dire je vais... Parce que j'ai essayé des choses. Ouais, Je me suis cassé les dents. Et je dis plus jamais. Enfin, il y a des fois où je me suis dit non. Ouais, parce qu'en Ça fait, va on pas respecte possible. pas ton système. Non, et le C'est- cheval du coup. Et le cheval, Enfin, du coup, bah oui, par ouais. extension. Mm. Ouais. Et j'ai c'est trouvé, commun, là, je fais 3-4 stages par an, de 2 à 4 stages par an, avec Alain François, qui est un ancien écuyer de Saumur, Ouais. qui a ses écuries maintenant à Saumur, et qui allie l'exigence de la compétition, parce qu'il dresse lui-même des chevaux au Grand Prix, en niveau Grand Prix. Il a dressé des chevaux qui sont allés quand même à des très hauts niveaux, voire même des niveaux olympiques, je crois. Et il a entraîné des cavaliers qui sont aussi allés à des très très hauts niveaux. Mais il a cette culture équestre et ce goût pour l'art équestre et pour l'harmonie équestre. Donc l'équitation académique classique. Et je trouve qu'il arrive à bien mixer les deux dans son enseignement. Et j'adore aller chez lui parce qu'en fait, déjà, il est extrêmement positif. Alors moi, je ressors, j'ai l'impression d'être une bonne cavalière quand je repars de chez lui. Parce qu'il est positif. Il va toujours faire du renforcement positif. C'est-à-dire que ce qui ne va pas bien, c'est pas si grave. Il va le dire d'une manière très intelligente. Il va apporter des solutions. Et derrière, par contre, ce qui est bien, il va le magnifier. Donc, waouh, c'est vraiment très, c'est cool, agréable, quoi. très agréable. Ouais, ça c'est chouette. Ouais. Et j'en reviens avec des petites astuces, des petites choses, avec beaucoup de... on n'est pas si mal. Et c'est grâce à lui que je suis allée en Pro 1. Sinon, Ouais, ok. je Donc me tu as serais quand même quelqu'un jamais qui allée. t'aide, qui Ouais. te donne un regard et qui t'aide un peu à Ouais. orienter. Ça, c'est quand même important. Et puis, il n'est pas avare de conseils. Il va transmettre. Il a cette manière d'aborder l'équitation où il va donner ce qu'il a reçu. Donc, il est très copain avec Karl Lester. Il va nous donner plein de conseils qu'il a... Voilà. Il a écouté tout. Il a une richesse équestre incroyable. Et il transmet, il donne. Ouais, ça, Et il c'est est génial. passionné. Il est passionné, en ouais. fait. Il y a un moment, ça se résume à ça. Hein, quand Jamais c'est il va juste, trop loin. Jamais il va trop ouais. loin. Il fait faire Ouais, des ça, c'est pauses même important. plus longues que moi. Ah bah là, on le laisse respirer, on le laisse. Oh, c'est génial. Ouais, vraiment, j'apprécie bien. beaucoup. Ouais. Ouais, ça, c'est très important. Trop bien. Je pense qu'on va s'arrêter là, non? Oui, c'est déjà pas mal. 2 heures après. Ouais, je pense qu'en fait, le problème, c'est que si on se lance, on s'arrête plus parce qu'il y Non, a non, faut tellement de s'arrêter. sujets. Il y a tellement de sujets, mais par contre, bon, déjà, il y a 2 choses. La première, c'est que il y a ton livre. Est-ce que tu l'as quelque part? On peut pas le montrer? Ouais, il est là? Ouais. On va le montrer, vas-y. Déjà, il y a ça dont on peut parler. Bah, on va déjà parlé montre-moi à la couverture à la caméra. Genre, bon, il y a ça déjà qui, je pense, est très chouette parce que c'est un petit bout de toi, quoi. Il y a les dessins, il y a toute ta lecture, il y a tout ton univers. Enfin, je trouve ça très cool. Et c'est pas commun des ouvrages comme ça dans le monde du cheval. Et je pense que si les gens ont envie aussi de comprendre un peu ton univers, j'ai l'impression que c'est une bonne porte d'entrée. J'ai l'impression. Enfin, une bonne porte d'entrée. Non, vous allez voir Blooming Raiders. C'est ça la bonne porte d'entrée. Donc, il y a ça. Et puis, bah, évidemment, il y a les programmes sur Blooming, du coup, maintenant. Il y en a un premier qui est un des préférés de la plateforme, je préfère te le dire, parce que c'est vraiment de loin un des plus populaires. Il y en a 3-4 et il fait partie des 3-4 qui sont un peu les best. Et puis, du coup, là, mi-novembre, on a du coup le prochain qui va arriver. Et là, il va être, je sais pas combien de temps il fait, mais je pense que là, il est volumineux. Et donc, si les gens sont intéressés pour travailler avec toi, tu donnes des cours. Bon, je pense que tu es débordé, mais vous pouvez toujours essayer. Harcelez-la, et puis vous verrez bien ce qui se passe. Tu donnes des cours, mais plus tu vas au travail. Ça, c'est un truc que tu fais plus. Ouais. Ok. Bon. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter ou... Non, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, on est bien là. C'est bien. Là, les gens qui ne te connaissaient pas, ils connaissent bien mieux là. Ouais, c'est pas un exercice facile. Hein, Non, c'est pas facile. On va avoir forcé à m'asseoir là. Bah, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Bah, de rien. Merci beaucoup. Et puis, bah, pour tous ceux qui sont très curieux, vous allez sur Blooming et vous allez regarder le programme avec Émilie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.